Le port de Dunkerque s'est fixé pour objectif, d'ici 2032, d'accueillir 7 fois plus de conteneurs. Pour cela, il envisage de creuser un nouveau bassin et d'aménager des quais et des zones logistiques dans le port ouest. Il propose une solution, le bassin atlantique. Et une variante, le bassin baltique. Compte tenu des impacts importants de ce projet, un grand débat a lieu du 18 septembre au 22 décembre 2017. Une commission, composée de citoyens neutres et indépendants, a été désignée pour l'organiser. La filière conteneur a-t-elle vraiment de l'avenir? La place de l'industrie dans le port serait-elle préservée? Ce projet permettrait-il de créer les 16 000 emplois directs et indirects annoncés? Quel type d'emploi et pour qui? Quels seraient ses impacts sur l'environnement, sur le bruit et la sécurité routière? Et sur la qualité de l'air? Sur l'accès à la mer? Les routes, les voies ferrées et les canaux permettraient-ils d'acheminer ces conteneurs? Les objectifs du port sont-ils crédibles? Et ce projet est-il souhaitable? Pour que chacun puisse s'exprimer sur ces questions, vous êtes invités à des rencontres sur l'ensemble du Dunkerquois, sur les places, dans les centres commerciaux, dans les entreprises et les écoles. Ce projet vous concerne. Prenez la parole. Votre avis comptera dans la décision. Merci d'avoir pris de votre temps pour venir ce soir. Voilà la façon dont les choses vont se dérouler. D'abord, nous serons accueillis par Monsieur Rommel, maire de Loon-Plage, que je remercie d'avoir mis à disposition cette salle magnifique pour ce débat. Puis le préfet Marlan, ici présent à la tribune, présentera le débat public et la façon dont nous organisons ce débat public particulièrement. Stéphane Raison, ici présent, le président du directoire du port, présentera le projet de port dont il est question. Et ensuite, nous aurons un grand temps d'échange avec vous-même, avec la salle, qui se décomposera en deux parties. Une première partie, j'allais dire, sur la dimension un peu générale de ce projet, ces différentes dimensions économiques, sociales, questions d'emploi, et une deuxième partie plus singulièrement consacrée donc aux impacts locaux qui sont nombreux. Nous avons déjà eu l'occasion d'échanger avec vous sur le marché de Loon-Plage et récemment notamment. Et puis nous finirons, en général on finit à l'heure, on commence un petit peu de retard, mais en général on finit à l'heure à 21h30. Donc sans plus tarder, je passe la parole à Monsieur le maire de Loon-Plage qui peut-être va nous dire quelques mots. Il réinterviendra par ailleurs sans doute s'il en a envie au cours de la soirée. Merci Monsieur le maire de votre accueil. Merci Monsieur le Président. Je ne vais pas être très long, je pense qu'on va regagner quelques minutes par rapport au planning qui a été présenté, parce qu'il va être très difficile pour moi de ne pas rentrer dans le fond du projet en vous parlant. Donc je voulais surtout vous souhaiter la bienvenue à Loon-Plage. Ce genre de débat est très important pour nous, politiques aussi, pour le conseil municipal de Loon-Plage, parce que même si nous devons prendre à certains moments des décisions ou des positions, il est toujours bien de connaître l'avis de tout le monde. Et donc ce genre de réunion, j'y tenais. Dès le départ, j'ai demandé à qu'on puisse se réunir à Loon-Plage, parce que nous étions particulièrement impactés, tout comme mon collègue maire de Gravelines qui est aussi impacté que nous, et puis Kravik ou d'autres villes des rives de l'Ar. Donc c'était très important pour nous ce soir d'organiser à Loon-Plage une commission de débat public pour entendre un peu tout ce que vous aviez à dire. Donc sans rentrer dans le fond, moi je suis très content de voir le monde qu'il y a ici. Donc il y a, je suppose, des experts dans leur domaine, et puis aussi, moi ce qui compte beaucoup, le retour de la population launoise. Donc nous sommes dans ce type de débat qui revient régulièrement en ce moment sur Loon-Plage, qui est quand même le principal hôte
du grand port de Dunkerque ces dernières années, parce que c'est là que les terrains sont pour tout ce qui est extension du port et puis développement du port. Donc nous, à Lone Plage, on essaye d'accompagner au maximum le développement économique depuis quelques années, tout en faisant en sorte que soient respectés l'écrin Lone Plage et que chacun s'y sente bien. Donc voilà, donc moi je suis très impatient d'écouter et d'entendre tout ce qui sera dit ce soir, Monsieur le Président. Merci Monsieur le maire. Sans tarder, la parole est à mon collègue, membre de la commission du débat public, Philippe Morland, qui va vous présenter un petit peu le cadre dans lequel on débat et les règles du jeu. La parole est à vous, Philippe. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors, ce débat public auquel vous avez accepté de participer, il est organisé sous l'égide de la Commission nationale du débat public. C'est une autorité administrative indépendante qui, en application de la loi, est chargée de veiller au respect de la participation du public dans l'élaboration des projets d'aménagement ou d'équipement d'intérêt national qui présentent de forts enjeux socio-économiques ou des impacts sur l'environnement et l'aménagement du territoire. Je pense qu'on n'a pas besoin de convaincre qui que ce soit que le projet qui nous réunit répond à ces caractéristiques et c'est la raison pour laquelle il est organisé un débat public sur le projet de CAP 2020, comme il y a eu déjà quelques 80 débats publics organisés sous l'égide de cette Commission nationale du débat public. Alors cette commission nationale, elle a mis en place pour le débat concernant Dunkerque une commission particulière du débat public dont vous avez ici la composition, 8 membres, parfaitement paritaires, d'âges différents, d'horizons professionnels également différents. Ces 8 personnes n'ont en fait qu'une seule caractéristique en commun, c'est d'être sans lien particulier, ni avec le maître d'ouvrage, ni avec aucun des acteurs concernés par le sujet, ni avec le territoire sur lequel se déroule ce projet. La commission particulière du débat public, dont je suis donc l'un des membres, est chargée, c'est le but, d'éclairer le maître d'ouvrage pour enrichir, pour démocratiser et pour légitimer la décision qu'il aura à prendre. La décision, c'est le maître d'ouvrage qui la prend. Et c'est donc un exercice de démocratie participative auquel vous participez et dont nous sommes chargés de veiller qu'il se déroule dans de bonnes conditions pour que l'information du public soit aussi complète que possible, loyale, pour que le public participe. Donc on déploie un certain nombre d'initiatives pour faire en sorte que le plus grand nombre possible des gens concernés par le sujet soient entendus et puissent s'exprimer. Votre nombre ce soir montre que nous y parvenons au moins pour partie. Et c'est évidemment un débat public qui se place avec un certain nombre de règles auxquelles nous veillons. La première des règles que nous nous imposons à nous d'abord, c'est la neutralité et l'impartialité. La Commission ne prend pas parti, nous sommes là pour y veiller et nous sommes totalement indépendants vis-à-vis de tous les intérêts qui s'expriment pour ou contre, qui sont, je dirais, concernés par le sujet. Nous veillons à ce que tous ceux qui ont à s'exprimer, qui souhaitent s'exprimer, puissent le faire dans des conditions d'égalité de traitement aussi bonnes que possible, que les temps de parole soient à peu près les mêmes pour chacun, quelle que soit la responsabilité ou le statut de l'un ou de l'autre. Les personnes les plus modestes et les citoyens tout à fait ordinaires ont autant le droit de la parole que ceux qui ont des responsabilités particulières. Nous veillons à ce qu'il s'agisse d'un débat argumenté. Il ne s'agit pas seulement d'énoncer des déclarations, faire en sorte quand même que les arguments présentés soient expliqués et que ça se fasse évidemment dans des conditions où on respecte la parole de chacun, où on écoute ceux qui s'expriment, quelle que soit l'opinion que l'on a.
Dernier point, il est important, nous veillons également à la transparence, c'est-à-dire tout ce qui est reçu comme opinion, tout ce qui est dit est exposé et nous-mêmes, nous veillons à ce qu'il y ait une parfaite publicité de nos travaux. Le plus important, je pense, à souligner, c'est le fait que notre commission, de même que la commission nationale, bien sûr, ne prend pas parti. Nous ne sommes pas là pour donner un avis sur le projet, pour dire s'il est bon ou pas bon. Nous ne sommes ni pour ni contre. Nous sommes là uniquement pour veiller à la loyauté, à la richesse, à la réalité du débat public qui est organisé autour de ce projet. Et ensuite, j'y reviendrai, la Commission émet des recommandations sur la question. En amont du débat public auquel vous participez, qui se déroule, nous avons eu à veiller à ce que le document de référence du débat public, qui a été lui-même adopté par la Commission nationale, réponde aux exigences pour que le public soit correctement informé du sujet dont nous débattons. Donc, ce document que vous avez trouvé sur vos sièges, sur lequel nous avons eu un certain nombre de discussions avec le maître d'ouvrage, il a été adopté par la Commission nationale au mois de juillet dernier, qui a considéré qu'il répondait aux exigences de façon suffisamment correcte pour que le public soit bien informé du sujet et que le débat puisse s'engager sur des bases ayant le sérieux nécessaire. Avant même l'organisation du débat, le débat public qui a été ouvert le 18 septembre et qui se terminera le 22 décembre, nous avons nous-mêmes organisé, la commission particulière du débat, des rencontres avec les différents acteurs. J'ai dit nous n'avons aucun lien avec le territoire. Alors, la contrepartie, c'est qu'il faut quand même qu'on avise un peu sur la connaissance et du territoire et des enjeux, comprendre quels sont les problèmes qui peuvent se poser, de façon à veiller de façon aussi pertinente que possible à la qualité du débat. Et nous avons organisé une journée préparatoire pour identifier les enjeux. C'était le 19 septembre dernier. Il y avait 200 participants à peu près qui représentaient 90 groupements, les syndicats, les associations, les acteurs portuaires, les entreprises, des responsables également élus locaux. Donc c'était déjà une bonne préparation du débat qui s'est ouvert, je l'ai dit, le 18 septembre, pardonnez-moi. Et le débat public lui-même, qui se déroule donc sur 3 mois, comprend donc des réunions publiques telles que celle de ce soir, qui est la 3e des 4 que nous organisons. La dernière se tiendra à Gravelines le 14 décembre. Mais il y a également des débats mobiles, c'est-à-dire que l'on va sur les lieux où les gens viennent, pas spécialement pour parler ou s'intéresser au sujet, mais pour leur donner l'information, donc sur les marchés, dans des centres commerciaux, des stades, des gares, même sur la plage, de façon à ce que tous ceux qui peuvent être concernés par le sujet aient des occasions multipliées d'être informés et de donner leur avis. Nous avons organisé également des focus groups, c'est-à-dire des groupes avec des catégories d'acteurs, entreprises, syndicats, associations, intérêts agricoles, etc. Des auditions publiques d'experts, une vingtaine ont été organisées de façon à multiplier les regards sur les sujets que pose le projet en question. Un séminaire emploi et formation sera prochainement organisé et des débats à l'université, l'un l'a été tout récemment, également organisé. Et enfin, 2 rendez-vous du débat Histoire du port et le port et la ville, de façon à situer le projet dans l'histoire de ce territoire, de ce lieu, et dans l'espace, dans les relations entre le port et la ville. Voilà pour le débat lui-même. Et dans le cadre de ce débat, vous êtes invités, le public, de façon générale, est invité à poser les questions qu'il souhaite, à donner son avis sur la plateforme participative de notre commission. Je le signale, c'est le grand port de Dunkerque, .débatpublic.fr.
Donc donner l'avis sur la plateforme participative et rédiger un cahier d'acteurs, c'est-à-dire les différentes catégories peuvent, par exemple, collectivités publiques, entreprises, peuvent indiquer quel est leur point de vue sur le débat, les questions qu'ils se posent et leurs avis. Et un questionnaire également est accessible en ligne et distribué lors des débats mobiles. Et ce soir, vous avez trouvé sur votre siège ce questionnaire que vous êtes invité à remplir si vous le souhaitez, naturellement. Chacun est libre de le faire ou de ne pas le faire. Mais nous souhaitons recueillir le maximum de points de vue de façon à avoir une image aussi complète que possible des différentes questions qui se posent. Donc ce questionnaire, si vous voulez bien le remplir, et vous pouvez le remettre à la sortie de la réunion de façon à ce qu'il puisse être pris en compte. Pour la réunion de ce soir, vous serez invité, bien entendu, à poser les questions que vous souhaiterez, auxquelles le maître d'ouvrage apportera les réponses. Et si vous ne souhaitez pas poser ces questions oralement, vous pouvez le faire en posant la question par écrit. Vous avez trouvé là aussi une petite feuille sur votre siège qui vous permet de poser la question par écrit et de la faire passer à Jacques Archambault ou à moi-même ici, de façon à ce qu'on puisse la prendre en question. Alors voilà pour le débat public lui-même. Et donc après le débat, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça? Eh bien, la commission remettra un compte-rendu au plus tard dans les 2 mois après la clôture du débat public, c'est-à-dire 2 mois après le 22 décembre, ce qui fait le 22 février. Et dans ce compte-rendu, nous rassemblerons les avis recueillis, les arguments, tout ce que nous aurons entendu. Nous serons, je dirais, le miroir aussi complet que possible de ce qui se sera dit, ceci sera échangé, des avis recueillis à l'occasion de ce débat public. Et dans un délai de 3 mois après la remise de notre rapport, donc au plus tard le 22 mai, c'est le maître d'ouvrage qui prendra sa décision. C'est à lui que revient la décision et à lui seul. Il décidera soit de poursuivre son projet en l'état, soit de le modifier pour tenir compte de tel ou tel point qui ont été mis au jour lors du débat, soit le cas échéant de l'annuler. En tout cas, c'est à lui qu'il appartient de prendre la décision finale. Voilà comment et dans quel cadre se situe le débat qui s'ouvre ce soir à l'Aune Plage. Et donc maintenant, je vais proposer, s'il le veut bien, à Stéphane Raison, le président du directoire du port, de présenter le projet lui-même, de façon évidemment résumée, mais qui permettra que tout le monde partage la même information au minimum avant que ne s'engage le débat lui-même. Je passe donc la parole à Stéphane Raison. Merci Monsieur Marland. Donc Stéphane Raison, je suis le président du directoire du port. Je ne suis pas tout seul à cette tribune, je suis accompagné de François Soulette-Brugière, qui est le président du conseil de surveillance du port. Je vais vous expliquer dans la présentation ce qu'est le conseil de surveillance. Et puis d'Erwan Lebris, qui est le directeur de l'aménagement et de l'environnement au port et qui porte cette opération. On va commencer, comme on l'a fait dans les 2 premières réunions de débat public, par un petit film qui va vous montrer le projet en résumé. Et on reviendra sur le film après pour vous donner du détail sur l'opération. Le port de Dunkerque est le grand port de commerce de la région des Hauts-de-France. Avec le projet CAP 2020, il entre dans une nouvelle ère de développement qui permettra de créer une nouvelle valeur sur tout le territoire régional, tout en tenant compte de toutes les questions environnementales. Le port de Dunkerque est le 9e port de ce qu'on appelle la rangée nord-européenne, située entre Le Havre et Hambourg. C'est un port qui historiquement a une activité industrielle importante, mais c'est aussi un port qui, sur la côte d'Opale, fait partie d'un ensemble portuaire avec les ports de Calais et Boulogne, le premier ensemble portuaire français.
L'accès nautique y est facile. La proximité du rail principal maritime offre des déviations qui sont extrêmement courtes pour les compagnies maritimes. L'activité maritime au sein du port de Dunkerque est très importante pour tout l'écosystème de la communauté urbaine. Ce port, c'est 25 000 emplois, directs, indirects, induits. C'est 3,5 milliards d'euros de valeur ajoutée sur le territoire des Hauts-de-France. La valeur ajoutée créée par les espaces portuaires françaises reste faible au regard de ce qui se passe en Europe. La position géographique du port de Dunkerque nous permet d'atteindre cette zone de chalandise qui est le nord de l'Europe et de reprendre des parts de marché destinées à notre zone de chalandise qui aujourd'hui passe par les grands ports du Nord. Cap 2020 est un projet qui permet d'augmenter les capacités d'accueil des navires maritimes et le développement du conteneur. En 10 ans, la capacité à emporter des conteneurs a quasiment doublé. Il s'agit d'accompagner le développement du conteneur par le développement de la logistique, création d'entrepôts. Et il s'agit d'imaginer ce que seront les infrastructures portuaires d'ici une vingtaine d'années, mais également accompagner les développements des compagnies maritimes. Nous aurons un système qui sera totalement écologique. C'est-à-dire que les marchandises qui arriveront ici pourront repartir et desservir tout le nord de la France par des moyens multimodaux. C'est un projet qui est complètement durable, c'est aussi un projet qui est réaliste au regard de nos capacités financières et c'est un projet qui accompagne l'ensemble du développement du territoire de Dunkerque. Le projet CAP 2020 a pour objectif principal de créer à l'horizon 2030 un port ouest 2 fois plus grand. Le scénario atlantique consiste en la prolongation des quais déjà existants sur le bassin de l'Atlantique. La préservation du patrimoine naturel au sein du port de Dunkerque est une mission prioritaire. Le port de Dunkerque a élaboré un schéma directeur du patrimoine naturel qui nous a permis de définir les zones pouvant être aménagées à terme et celles qui seraient sanctuarisées. Objectif de croissance, c'est au bout du bout 2,5 millions de conteneurs, si on doit faire simple, de développer 16 000 emplois, directs, indirects et induits, et 1,8 milliard d'euros de valeur ajoutée. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas d'être le plus gros en termes de tonnage. Ce qui nous intéresse, c'est qu'on arrive à créer le plus de valeur possible pour les territoires. Un territoire portuaire ne vit pas seul, il vit avec sa ville. Donc cette agglomération de 200 000 habitants, elle est fondamentale et elle se base en grande partie sur l'attractivité et le développement du port. Nous avons saisi la Commission nationale du débat public. Nous avons aussi une place portuaire qui a compris les enjeux de développement autour de ce projet et qui va nous accompagner pour porter vraiment un projet d'ampleur sur le nord de la France. Alors quelques minutes de présentation complémentaire. Je vais revenir au début de la présentation sur ce que vous avez peut-être connu tous ici, le port autonome de Dunkerque, depuis 1966 jusqu'aux années 2008. En 2008, il y a une réforme portuaire qui s'est appliquée à tous les ports de France, tous les ports d'État, tous les ports autonomes. Et donc à ce moment-là, il y a une grande partie de nos missions qui a été transférée vers des sociétés privées, des sociétés de manutention. Il y avait eu une première réforme en 1992 qui avait concerné les dockers. Et aujourd'hui, le port de Dunkerque, c'est devenu essentiellement un aménageur, un développeur de projets. Avant, on était le manutentionnaire, on opérait des engins de manutention. Ces engins-là ont été transférés à des sociétés et aujourd'hui, c'est elles qui font la relation entre les navires et les industriels. Donc, 3 axes principaux que vous avez sur cette diapositive. D'abord, on est là pour exploiter, entretenir nos accès maritimes et nos bassins, les quais, les chenaux, ce que vous voyez lorsque vous êtes le long du littoral. On est surtout là pour faire le développement et la gestion de notre domaine, donc toutes les zones industrielles, toutes les zones logistiques que vous connaissez bien à Lonne-Plage et à Gravelines. Et enfin, une dernière mission qui est très importante, c'est celle de la préservation des espaces naturels, puisque nous sommes en même temps gestionnaires du littoral et gestionnaires de ces espaces. La slide suivante, s'il vous plaît. Alors, pour revenir au projet, à notre organisation,
Ce projet Cap 2020, ce n'est pas le projet d'un homme ou d'un trio, le directoire que vous avez là, 3 personnes qui assurent la gestion opérationnelle du grand port maritime de Dunkerque. C'est un projet qui a été longuement mûri avec les 2 structures de gouvernance du port, les 2 structures qui pilotent le port, c'est-à-dire le conseil de surveillance, qui est un rassemblement de 18 personnes aujourd'hui, qui assure en fait le suivi de la gestion du directoire et de toute la politique portuaire, et enfin le conseil de développement, qui est notre parlement. Donc le conseil de développement, c'est 30 membres, 4 collèges, et ce conseil de développement, c'est celui qui fait mûrir les dossiers et qui nous permet de préparer ce que l'on appelle chez nous un projet stratégique, et ce projet stratégique, c'est l'ensemble de nos actions, l'ensemble de nos investissements pour 5 ans. On a fait un premier projet stratégique de 2009 à 2013 et on a fait un deuxième projet stratégique entre 2014 et 2018. Donc ce qui est important, c'est de voir que les projets que l'on fait, les projets que l'on développe sur le territoire sont des projets pour lesquels on associe la totalité des acteurs portuaires, toutes sensibilités confondues, des entreprises, des pilotes, les gens du remorquage, voilà, toutes les professions portuaires, bien sûr les dockers, nos propres personnels, les industriels, et nous n'opposons absolument aucune population avec une autre. Nous sommes là pour créer en fait des projets en commun. Ça, c'est très important. Alors le projet Cap 2020, finalement, une grande partie des habitants du Dunkerquois le connaissent, puisque depuis les années 60, à la création du port autonome, en 66, figure dans les plans d'aménagement du territoire, d'ailleurs vous l'avez sur les plans d'urbanisme, à Lonne-Plage ou à Gravelines pour ce qui vous concerne, mais vous avez ces plans qui figurent dans toutes les cartes depuis des années et des années. Alors c'est vrai que ces projets de bassin, il n'y en a qu'une toute petite partie qui s'est réalisée, mais aujourd'hui on est bien dans la réalisation de la continuation de ces plans d'aménagement qui découlent de ce qu'on appelle une opération d'intérêt national, c'est-à-dire qu'à l'époque du général de Gaulle, il avait été prévu de doter la France d'un certain nombre de grands ports avec des bassins, et sur ces bassins, on développait des activités industrielles. Donc, vous voyez, ça c'est très ancien, donc on ne fait que réaliser, beaucoup d'années après, ce qui est prévu dans ce schéma d'aménagement. Alors il y a un autre élément très important, c'est que les projets que nous pouvons réaliser sont des projets que nous réalisons sur nos propres terrains. Le port est propriétaire de l'ensemble de son foncier, ce qui n'est pas forcément le cas quand vous créez une autoroute ou quand vous créez une voie nouvelle ferroviaire. Alors, quelques éléments sur le port de Dunkerque en lui-même. Le port de Dunkerque, c'est le port qui a le plus subi les chocs industriels ces dernières années. Et il a une grande problématique actuellement, c'est qu'il a un trafic qui est déséquilibré. On a une activité industrielle qui est liée au pôle sidérurgique qui est très importante et qui reste très importante et pour laquelle on fait tout pour que cette activité reste importante. On a un pôle roulier, donc un terminal DFDS à Lonne-Plage qui est aussi avec une activité importante qu'on espère encore développer. Mais malheureusement, quand on divise les trafics portuaires en catégories, il y a 2 catégories de trafic qui ne marchent pas encore bien à Dunkerque. La première catégorie de trafic, c'est ce qu'on appelle les vracs liquides. Alors à Dunkerque, pourquoi ? Parce qu'en 2010, la raffinerie de Flandre a été fermée, et peut-être que des Launois travaillaient à la raffinerie de Flandre. Donc ça, on a perdu cette activité-là, et on ne l'a pas encore retrouvée avec une nouvelle activité sur le terminal méthanier. Ça commence. Le terminal méthanier est en route depuis le 1er janvier, et donc on espère que les trafics vont progresser maintenant rapidement. Et dernière activité qui est encore faible par rapport aux autres, c'est l'activité conteneur. Donc, dans le premier projet stratégique de 2009 à 2013, nous avons investi le port plus de 150 millions d'euros sur le terminal méthanier, sur 250 millions d'investissements sur cette première période. Et normalement, les choses vont démarrer, donc on aura investi pour retrouver du trafic et de l'emploi. Deuxième chose, c'est le conteneur. Et c'est pour ça que dans le projet stratégique actuel, il y a 2 opérations importantes, on reviendra dessus. Une première opération de construction d'extension de quai qui est en cours, puisque vous avez dû voir les travaux, puisque du centre-ville de Lonne-Plage, on voit les portiques, donc c'est pas très très loin. Et donc une première opération de travaux et le portage de cette opération de développement pour les années futures qui s'appelle Cap 2020. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir ce que vous avez sur cette diapositive, c'est-à-dire d'avoir un rééquilibrage de l'ensemble de nos trafics qui permettra d'être résilient, résistant
à tous les chocs industriels possibles. C'est-à-dire que quand la sidérurgie va moins bien, eh ben le roulier ne va pas moins bien en même temps que la sidérurgie, etc. Ce qui permet au port d'avoir une résistance, une résilience par rapport aux événements industriels. Voilà, donc ça c'est l'objectif de départ. Alors on ne fait pas ça non plus sans cadrage national. En 2013, le gouvernement a publié une stratégie nationale portuaire avec 3 piliers. Le premier pilier, c'est la logistique. Donc il a demandé aux dirigeants de port de se développer sur la logistique. C'est ce qu'on fait, puisque nous démarrons les travaux de la réalisation de la zone de Lone-Plage qui s'appelle Dunkerque Logistique Internationale, Sud. Là, c'est très bientôt, hein, c'est dans le mois qui vient. Donc premier pan de notre activité. Deuxième pan, slide d'après. Voilà, l'industrie, et toute l'industrie, et pas qu'une certaine partie d'industrie. Le conteneur est une industrie. Donc le gouvernement nous a demandé et nous demande toujours de faire en sorte, en tant que port, d'assurer la vitalité du tissu industriel, quelles que soient les activités. Et donc nous le faisons, hein, l'identification des filières, l'accompagnement. Et enfin, dernier élément, le plus important, et c'est celui qui nous rassemble aujourd'hui, c'est l'aménagement du territoire portuaire des 7000 hectares de circonscription, dont 3000 restent encore aménageables sur le port ouest. Donc, dans le projet stratégique 2014-2018, nous avons déjà fait un certain nombre de choses, que vous avez d'ailleurs pu voir. La première chose, c'est que nous avons remis aux normes l'accès au bassin, donc au premier terminal conteneur de Lone-Plage, hein, le terminal des Flandres. Nous avons terminé l'opération du terminal méthanier et nous avons remis à niveau l'ensemble du terminal ferry de Lone-Plage, le terminal DFDS. Ça, c'est fait. Et nous avons en fin de programme 2 grandes opérations logistiques. La première, donc la zone Dunkerque Logistique Internationale Sud, dont les travaux démarrent ce mois-ci, et une zone qui s'appelle Grande Industrie, qui est située le long de l'autoroute A16, à cheval entre les communes de Saint-Georges et de Créwick. Bon, voilà, et donc vous avez 7 éléments d'aménagement du territoire qui, d'ores et déjà, est planifié. Alors on n'oublie pas, bien entendu, des choses très importantes pour le transport, la qualité de l'air, ce qu'a cité M. Marland dans son propos introductif. Sur le terminal donc méthanier sera installée en 2018 une station d'avitaillement pour le gaz naturel liquéfié pour les camions et les bateaux. Alors le gaz naturel liquéfié, c'est une énergie qui permet d'avoir moins de rejets de polluants à l'atmosphère, donc ça c'est important qu'on s'en dote, c'est le cas, dans un partenariat avec Dunkerque LNG. Deuxième chose, nous aurons un autre travail complémentaire sur une station d'avitaillement maritime. Et enfin, nous serons en 2018 le premier port de France à avoir un terminal à conteneurs qui permet de brancher les navires à quai. C'est-à-dire que les navires qui viendront en escale pourront être branchés et ne plus utiliser leur moteur pour brûler du fioul lourd et pour rejeter à l'atmosphère des polluants. Donc ça veut dire que nous serons dotés d'ores et déjà sur le premier terminal de cet outil, et nous le serons bien sûr dans le nouveau terminal, si tant est que nous allions dans la réalisation du projet. Bien entendu, ça dépendra des décisions de 2018. Voilà. Et nous avons cette opération d'extension du quai de Flandre pour lesquelles les travaux sont en cours. Alors je vais maintenant rentrer dans le pourquoi le conteneur. C'est relativement simple. Le conteneur est un marché d'avenir. Les dernières statistiques que nous avons reçues, rien que sur l'année 2017, montrent une croissance mondiale du marché du conteneur de quasiment 8%. Il n'y a pas un marché industriel qui est quasiment en croissance de 8%. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une multitude de marchandises qui continuent à être conteneurisées. L'économie mondialisée est telle que du monde entier arrivent des marchandises et circulent des marchandises de l'Europe vers le monde entier et du monde entier vers l'Europe. Donc, c'est un marché sur lequel nous avons un positionnement capital. Il y a 180 millions de conteneurs aujourd'hui, enfin en 2014, qui étaient transportés par la voie maritime, bien plus encore aujourd'hui. Et on estime, avec nos experts, qui sont nombreux, ça a été corrélé, que ce trafic va encore progresser de 50% dans les années à venir. Et donc c'est là-dessus que nous basons une grande partie de notre projet. La deuxième chose qui est extrêmement importante, c'est l'augmentation de la taille des porte-conteneurs. Tous les mercredis, pour ceux qui passent sur la route de Gravelines, ou qui voient le terminal à conteneurs, vous voyez que les bateaux sont de plus en plus grands. Les bateaux de CMA-CGM qui arrivent le mercredi sont des bateaux de 400 mètres de long, 18 000 équivalents 20 pieds. Et donc ça veut dire que demain, il y aura de moins en moins de ports.
pour pouvoir accueillir ces grands navires. Et nous sommes le seul port avec Rotterdam en Europe du Nord qui permettent de faire entrer ce qu'on appelle des mégamax. Les mégamax, ce sont les bateaux qui dépassent les 20 000 équivalents 20 pieds. Aujourd'hui, on parle de bateaux qui font 24 000 équivalents 20 pieds. Entre 16,50 m et 18 mètres de tirant d'eau, nous sommes les seuls, Dunkerque et Rotterdam. Alors, je l'ai déjà un peu dit, 3 raisons pour se développer dans le conteneur, la filière en plein essor, donc un doublement en 2035. La deuxième chose qui est très importante, c'est que 1 million de conteneurs, les ratios chez nous, dans nos études, c'est 10 000 emplois direct, indirect, induits, alors sur la totalité du territoire où les conteneurs iront, donc c'est tout le nord de la France. Et un équivalent 20 pieds, donc un petit conteneur, c'est 1 mètre carré d'entrepôt logistique. C'est-à-dire qu'en développant le trafic conteneur, on aura un développement complémentaire d'activités logistiques. Au port d'Anvers, dans le port, il existe 6,5 millions de mètres carrés d'entrepôt pour 10 millions de conteneurs. Donc vous voyez que le fait d'attirer du trafic conteneur, c'est aussi un élément très fort de développement de trafic. Et enfin, dernière raison, c'est que le port de Dunkerque est le premier port multimodal français. C'est le port qui transporte le plus de marchandises par la voie fluviale et par la voie ferroviaire. Et donc notre enjeu, c'est de faire en sorte que nous réussissions la récupération de ces conteneurs, leur mise à bord de trains et de barges pour faire en sorte que ces conteneurs puissent après desservir la totalité de l'arrière-pays. En 2016, on estimait que 1,5 million de conteneurs à destination du marché français provenaient des ports du Nord, belges et hollandais. Alors nos atouts, on ne fait pas ça sans rien, je l'ai dit tout à l'heure, nos qualités nautiques sont là. Nous avons un temps de déviation par rapport à la route maritime, la deuxième route maritime mondiale qui est en face de chez nous, 600 navires par jour. Nous avons un temps de déviation extrêmement court. Nous sommes au centre d'un triangle de capitale avec 80 millions de personnes dans un rayon de 350 km. Nous sommes situés sur un grand corridor de transport, le réseau ferroviaire parle pour nous. Et enfin, dernière chose, mais c'est un élément relativement important, nous sommes propriétaires de 3000 hectares de foncier. Et ça nous permet d'envisager les projets de développement. Alors, autre élément aussi capital, nous sommes à proximité des ports anglais et d'Europe du Nord. Il y a un réseau très dense de liaisons courte distance maritime. Nous avons aussi un réseau d'autoroutes, autoroutes à 16, à 25, à 26. Et puis nous nous sommes organisés au niveau de la région avec une association qui s'appelle Nordlingport. Et cette association nous permet de regrouper tous les ports du littoral et tous les ports fluviaux, justement, pour créer des synergies et pour faire en sorte que les marchandises qui aujourd'hui passent par les ports du Nord et nous arrivent par des camions, passent par le port de Dunkerque et créent de la valeur ajoutée en France et des emplois en France. Voilà. Alors, les enjeux du projet, avant de vous le présenter et de vous le détailler, l'objectif, c'est ce que je disais dans la vidéo, c'est pas d'être le plus grand port du monde et de faire 20 millions de conteneurs. On a un objectif mesuré, de passer du trafic actuel qui devrait être proche de 400 000 équivalents 20 pieds cette année, à 2,5 millions d'équivalents 20 pieds en 2035. Et ça ne représentera en 2035 que 2,3% du volume de conteneurs arrivant en Europe du Nord. Donc c'est très faible. On veut bien entendu reconquérir l'arrière-pays, c'est-à-dire faire en sorte que le territoire des Hauts-de-France et du Grand Est soit desservi par Dunkerque et pas desservi par Rotterdam et à Anvers. Et nous voulons aussi, et c'est très important, devenir plateforme de transbordement. Alors le transbordement des conteneurs, c'est quoi? Ce sont des conteneurs qui arrivent par des grands navires qui sont mis à quai sur le terminal. Ces conteneurs repartent tout de suite vers d'autres bateaux pour desservir l'Europe et ne rentrent pas sur les routes du port. Ils resteront cantonnés au terminal. On l'a dit dans la vidéo, 16 000 emplois, 1,8 milliard d'euros de valeur ajoutée. L'idée, c'est vraiment de réaliser des effets, des économies d'échelle, bien entendu. Et autour de tout ça, c'est aussi de développer le rail et le fluvial. Mais ça, j'en ai parlé, on pourra y revenir dans les discussions et dans les questions. Et enfin, on a un objectif de lutte contre le changement climatique et la submersion marine, puisque comme c'est un projet qui est potentiellement réalisé à terre, nous allons extraire des matériaux, et si nous extrayons des matériaux, on les réutilisera d'une part pour faire des plateformes, mais aussi d'autre part pour les mettre sur le littoral. Alors le projet, vous l'avez devant vos yeux, il est là sur la fresque qui est à vos pieds. C'est en fait un projet en 2 temps. Premier temps, une première phase de 1000 mètres de quai et un terminal attenant de 60 hectares, donc pour faire 2 postes à quai.
Et si le trafic est au rendez-vous, une deuxième phase qui suivra la première phase, donc en orange puis en rouge sur la diapositive, et d'y associer des hectares de logistique, puisque c'est dans ces hectares de logistique qu'on trouvera aussi une partie des emplois importants sur le territoire. Voilà, ça c'est le projet. 405 millions d'euros d'investissement public par le port et ses partenaires, en 2 temps, 250 millions en première phase, 150 millions en deuxième phase, et après des investissements privés sur les terminaux, puisque ce sont les opérateurs sur les terminaux qui vont acheter des portiques et l'outillage qui viendra avec. Et bien entendu, on essaye de limiter les impacts, tous les impacts du projet sur l'environnement. Alors dans les enjeux et dans les impacts, il y a bien sûr le sujet des nuisances sonores, du transport. Alors nous terminons des études d'impact sur le bruit et bien entendu le port fera ce qu'il a à faire en matière de protection acoustique, ça c'est évident. La qualité de l'air, j'en ai parlé, nous allons vers un transport propre, maritime et sur les terminaux. Donc ça aussi c'est un élément très important, branchement à quai de navire. Et puis avitaillement GNL pour les navires porte-conteneurs. Beaucoup d'actions engagées. Le paysage, donc bien entendu, nous avons une action avec un architecte paysagiste et un sujet bien sûr qui va monopoliser le débat, c'est la déviation de la route de la RD 601 vers Gravelines. Faire en sorte que le temps de déviation, puisque la route contournera le bassin en première phase et en deuxième phase, faire en sorte que le temps soit le plus court entre Lonne-Plage et Gravelines. On y reviendra, je pense, dans les questions-réponses. Voilà, avec aussi une déviation qui sera dédiée aux véhicules et aux modes doux, mais ça j'en parlerai. Alors on a bien sûr étudié une variante, je terminerai par ces éléments-là avant le calendrier, une variante qui s'appelle Baltique, donc qui est une variante qui est beaucoup plus au nord, donc avec le même objet sur le conteneur, c'est-à-dire c'est la même fonctionnalité, simplement cette variante, elle nécessite beaucoup plus d'investissement public, elle est aussi beaucoup plus impactante pour les usages qui se situent sur la commune de Lonne-Plage. Il y a beaucoup d'usages dans cette zone, on y reviendra là aussi, je pense, et puis 150 millions d'euros d'argent public et beaucoup d'impact aussi à l'environnement. Donc on lui a préféré, on va le voir sur la carte d'après, c'est vrai qu'on lui a préféré la solution atlantique. Donc il y a beaucoup plus de mètres cubes à sortir de sable, une emprise foncière beaucoup plus importante, donc un impact à l'agriculture beaucoup plus important, et puis des coûts, j'en ai parlé. Voilà, c'est pour ça que nous avons proposé cette solution d'une emprise foncière optimisée, un volume de matériaux réduit, un moindre impact sur l'environnement, des coûts beaucoup plus faibles, et puis surtout, et ça c'est un élément technique très important, c'est des quais conteneurs qui restent dans la continuité les uns des autres, avec aussi une meilleure accessibilité routière et multimodale. Enfin, dernière chose, donc le débat public, c'est aujourd'hui ici à Lonne-Plage jusqu'au 22 septembre, prochaine réunion à Gravelines le 22 décembre, pardon, excusez-moi, une décision, donc un rapport de la Commission nationale du débat public, puis après une décision de poursuivre du maître d'ouvrage dans la suite, si tout ça est très convergent et positif, et un engagement des aspects travaux dans la suite. Voilà, j'étais un peu long, je m'en excuse, mais on est bien sûr là pour répondre à toutes les questions qui se poseraient. Je vous remercie. Merci Monsieur Raison, merci également pour avoir tenu pile poil le délai, ce qui est important pour que chacun puisse s'exprimer. Avant d'engager la discussion, je vais dire quelques mots sur la façon dont on a débattu jusqu'à présent. Nous avons donc organisé, je l'ai dit tout à l'heure, un certain nombre de réunions publiques. Est-ce qu'on peut avoir le slide? Voilà, réunion d'ouverture à Grande-Synthe. Donc, il y a beaucoup de monde qui vient dans ces réunions et qui participe, et vous allez voir que c'est une des conditions par lesquelles on arrive à savoir exactement ce que pensent les gens selon leur situation, leur localisation géographique, leur job, etc. etc. Donc on a fait une série de réunions d'ouverture. Ensuite on a fait, ça a été évoqué tout à l'heure, déjà 12 débats mobiles, donc à peu près autant qui vont se faire. On a des milliers, je pense qu'on arrivera à 10, 15 000, 20 000 peut-être habitants impactés. Beaucoup d'acteurs qui ont participé au premier focus group. Quand je dis beaucoup, c'est peut-être, je sais pas, 80, 90 entreprises du Dunkerquois, autant des entreprises, un certain nombre d'entreprises de l'île ou la région, des associations de protection, des syndicats de salariés. Vous avez là les images qui le montrent. Donc on a des catégories quand même assez variées qui permettent quand même de savoir au bout d'un certain temps qui pense à peu près quoi. Ensuite, on a auditionné un certain nombre d'experts, parce que le principe du débat public, c'est que quand on nous donne un chiffre,
On n'est pas là à dire, ah bah très bien, vous êtes un expert, merci monsieur pour vos chiffres. On est allé voir un autre expert qui nous dit, c'est pas ça, ou au contraire c'est ça, enfin qui confirme, qui infirme, qui discute. Je sais pas comment vous êtes, mais quand on a un expert, on a du mal à se faire une idée. Quand on en a deux, c'est déjà plus net, on arrive à savoir un peu ce qu'il en est. Et donc on a des questions qui ont été posées dans le site qui a été évoqué tout à l'heure. Et par ailleurs, un certain nombre de cahiers d'acteurs nous arrivent ici. Vous avez les cahiers d'acteurs de l'Union maritime et commerciale du port de Dunkerque. Vous avez le cahier d'acteurs de la ville de Gravelines. Merci, bonjour monsieur le maire. Le cahier d'acteurs du CIVOM, évidemment. Un cahier d'acteurs d'un groupe ornithologique et naturaliste du Nord-Pas-de-Calais. Et puis le premier cahier d'acteurs d'Attaque Flandre. On en attend comme ça, peut-être 30 ou 40. Je me permets d'insister. Il est très important que les associations, groupements, syndicats, entreprises, collectivités qui ont des choses à dire fixent leur position de façon à ce qu'il ne soit pas possible de transformer ou d'interpréter ces prises de position. Sur Internet, vous voyez 4300 visiteurs uniques, c'est-à-dire des personnes qui sont venues une fois, hein, 4300 visiteurs, des questions posées, des avis, enfin voilà, les choses fonctionnent. Alors à partir de là, on va engager le débat sur deux parties. D'abord les grands enjeux un peu du projet et ensuite les impacts locaux. Alors, sur ces grands enjeux, on a fait ce qui se fait maintenant, une espèce de nuage de mots qui touche aux questions qui ont été posées à l'occasion des dizaines de rencontres que j'évoquais tout à l'heure et qui, en gros, posent des questions suivantes. Je vous dis ça de façon à ce que chacun puisse savoir ce qui a déjà été dit pour poser ces questions, donner son avis. Filière conteneur, est-ce que c'est aussi vrai que ça va se développer qu'a dit le maître d'ouvrage? Évolution du commerce international, protectionnisme, circuit court, bon. Quelle est la tendance des conteneurs? Quelles sont les conditions pour qu'on arrive à faire venir, même si c'est dans une proportion affichée comme raisonnable, les conteneurs qui ont été indiqués par le maître d'ouvrage? Quelle est l'attractivité du territoire? Qu'est-ce qui fait qu'on peut attirer ces conteneurs? Comment les ports coopèrent entre eux? Quels sont les nouveaux services qui sont rendus par ces nouveaux types de ports et quels nouveaux services doivent être rendus pour que tout ça fonctionne? Quelles innovations, en particulier quelles innovations technologiques doivent être réunies, ce qui signifie des start-up, des universités, des incubateurs pour que l'innovation fonctionne. Et évidemment, au centre de la discussion, les emplois. Je crois que c'est assez normal, c'est vrai à Dunkerque, c'est vrai dans l'ensemble du pays, c'est encore plus vrai ici. 16 000 emplois directs, indirects, induits, annoncés par le projet sur l'Interland, sur l'ensemble du territoire, dont plusieurs milliers sur le Dunkerquois. Bon, combien? Est-ce que ce chiffre est crédible? Je dois dire qu'il y a ici une expérience antérieure un peu traumatisante. Je crois que vous voyez assez facilement à quoi je veux faire allusion. Donc, est-ce que ces emplois sont là? Combien? On compare avec d'autres villes, d'autres ports. Donc, des experts sont venus confirmer, discuter, souvent confirmer d'ailleurs les chiffres qui ont été donnés par le port. Quand? Quel délai? Et pour qui? Les emplois pour nous, pour les Dunkerquois, pour les populations locales, évidemment les problèmes politiques globaux, les travailleurs détachés, mais est-ce qu'on a les qualifications suffisantes pour répondre à ces emplois? Quelles sont d'ailleurs ces qualifications? Quel type d'emploi? C'est une question qui a été massivement posée par les personnes avec les problèmes de formation qui vont avec. Est-ce qu'on est suffisamment formé? Finalement, on a du temps pour préparer cette affaire. Quel est le dispositif qui est mis en place? Est-ce que ces emplois ils vont profiter à nos PME locales, à nos entreprises locales, les entreprises qui vont venir de l'extérieur? Et là-dedans, quel est quand même l'avenir de l'industrie? L'industrie fait vivre ici, travaille et produit pour la nation tout entière des milliers de personnes. Est-ce que ce projet est compatible avec le maintien à un niveau important, à un niveau élevé de l'industrie? Est-ce que les marchandises qui sont déchargées ici, ou que les cassations sont déchargées, autres sujets pourront être emmenés par les trains et par les canaux? Est-ce que la SNCF, je vous ai vu monsieur, je vous donne la parole, la SNCF, les canaux peuvent accueillir ça? Est-ce que le canal Seine-Nord, dont la construction est interpellée aujourd'hui, est quelque chose d'important du point de vue du projet? Donc tous ces sujets ont fait l'objet d'interpellations par les populations en ce qui concerne le maître d'ouvrage d'une façon générale. Et à l'arrivée, voilà ce que ça donne. Et je vous propose de discuter dans cet ordre-là. En gros, alors on a mis des feux verts, des feux oranges, des feux rouges, c'est un peu caricatural, mais enfin c'est pour que ça soit plus net. En gros, ce qu'on nous dit ici, c'est
le territoire avance, c'est un projet qui avance, enfin ça bouge, on a besoin de se mettre au niveau des enjeux qui sont des enjeux globaux, de la mondialisation, c'est un territoire qui bouge et les attentes par rapport à ce projet sont extrêmement fortes. Ça c'est tout à fait clair. Monsieur le Raison le rappelait tout à l'heure, c'est un projet qui date il y a longtemps, enfin, il y a une équipe qui se met au travail et enfin bon. Après il y a une série de questions. C'est pour ça qu'on a mis de l'orange et du clignotant, évidemment, selon les réponses qui sont apportées. On a les emplois, lesquels, pour qui, j'ai déjà évoqué ça. L'avenir de l'industrie, j'ai déjà évoqué ça. Et on a les impacts écologiques globaux. En gros, jusqu'à présent, on l'a entendu souvent, c'est pas moi qui le dis, c'est les Dunkerquois au sens large du terme, ont déjà beaucoup donné. Ils ont beaucoup donné pour l'industrie, ils ont donné beaucoup pour la puissance de la nation, ils ont sacrifié certains aspects, comme certains aspects de leur cadre de vie. Il y a eu des contreparties. Est-ce que l'emploi, oui, mais l'emploi à quel prix? L'emploi pour notre cadre de vie, etc. Et puis il y a un sujet qui est marqué en rouge ici, parce qu'il fait vibrer, parce qu'il inquiète, parce qu'il est un sujet manifestement qu'on a rencontré. Et notre job consiste à faire surgir ces questions et d'entendre les réponses. On a vraiment un problème poids lourd. Pour aller vite, on a un poids lourd, c'est le transport, c'est l'évacuation des marchandises. Le maître d'ouvrage donnera les éléments de réponse concernant les quantités qui sont en question, mais en gros, comment on fait, comment on arrive, comment on sort les marchandises? Est-ce que les évolutions technologiques, la motorisation vont permettre de répondre à ces questions? Est-ce que c'est moins polluant, moins de bruit? N'importe qui vient ici, nous on n'est pas de la région, mais savent que, évidemment, sur l'autoroute, c'est aussi bien la 16 que la 25, il y a quand même des moments où on a du mal à rentrer. Donc, comment ça rentre? Est-ce que ça rentre? Ça rentre pas? Quel problème de déplacement ça pose? Bon. Et puis, sujet très important qu'on a entendu sur le marché, les nuisances à proximité. Alors, les nuisances à proximité, qui touchent évidemment la circulation, le bruit, les impacts, on va largement consacrer la réunion à ça. Je vous propose de décomposer nos soirées en 2 temps, et en 2 temps équivalents. La première partie sur tous les enjeux un peu globaux, c'est quand même l'emploi, l'avenir du territoire, l'industrie, le chômage dans cette région, enfin, sont des sujets qui sont des sujets majeurs. Est-ce que c'est crédible, c'est pas crédible? Donc, première partie, les enjeux globaux. Donc 1 heure à peu près. Puis deuxième partie, l'ensemble des sujets qui concernent les impacts locaux, dont je ferai la liste également parce que vous les connaissez par cœur, vous habitez là. La déviation de la route, auquel faisait allusion Monsieur Raison, le bruit, les problèmes de santé, problèmes de pollution, problèmes d'agriculture, problèmes de trait de côte, d'accès à la mer, camions, circulation, poussière, submersion marine, lumière, cadre de vie, faune, qualité de l'air, enfin, tous ces sujets-là nous ont été maintes et maintes fois rappelés par les habitants. Je crois que le principe du débat public, c'est de mettre rien sur la table. Il n'y a pas la poussière qui est mise sous le tapis, et puis ensuite on voit comment les choses se passent, et on verra bien au fur et à mesure. Donc je vous propose, pour que ça soit organisé, qu'on décompose l'affaire en 2 temps, donc on revient aux premières questions, et qu'on fasse de la façon suivante. Donc vous intervenez, je vous suggère 3 minutes. Je vous propose d'intervenir de la façon la plus courtoise possible, parce que chacun ici comprend que c'est des sujets graves, c'est des sujets sérieux, c'est des sujets qui font appel à l'émotion, à la passion, à l'espoir, parfois à la colère. Mais le principe du débat public, c'est que c'est une trêve, c'est un moment de paix, c'est un moment où on discute le plus calmement possible, on échange des arguments. Donc je vous demande d'intervenir à peu près 3 minutes, de façon à ce que beaucoup de gens puissent parler. Il serait bien qu'on ait 25 ou 30, 40 personnes qui puissent s'exprimer. Et ensuite, à partir de là, on organise les réponses. Vous entendrez celles du maître d'ouvrage. Et au terme de cette séance, vous verrez, si on a tenu nos promesses, et deuxièmement, si le maître d'ouvrage a répondu à vos questions. Est-ce que la règle du jeu est à peu près claire? Monsieur, vous avez la main d'entrée, la parole est à vous. On va vous amener un micro sur l'une ou l'autre. On commence donc par la série des enjeux un peu globaux, emploi, avenir, conteneurs, industrie. En préliminaire, donc, je remercie monsieur le directeur du port autonome de nous avoir fait une belle présentation. C'est superbe et on voit là un projet absolument géant qui va venir impacter nos vies. Moi, la première réflexion que je l'ai par rapport à où vous parliez des projets, des enjeux majeurs. Je pense que, et notre venue ici en témoigne, je pense que notre vie ici, pour les habitants de Gravelines, pour les habitants de Lune-Plage, pour les habitants en fait de Gravik, de Saint-Georges, c'est nous qui sommes aussi des enjeux majeurs. Et notre vie est un enjeu majeur. Certes, on va rentrer dans le cadre, on parlait de toutes les nuisances,
Mais rien que le fait de lister l'ensemble de ces nuisances fait de ce projet géant, excusez-moi le terme, mais c'est un monstre. Vous allez nous demander à nous de vivre à côté de ça. Et comme vous l'avez déjà dit, monsieur, on a déjà largement donné. Largement donné. Et notre santé empathie fortement. Nos enfants, etc., etc. Et vous nous dites aujourd'hui, on a un formidable projet, vous nous avez mis des beaux mots, vous nous avez bien présenté l'affaire, vous êtes vraiment passionnés, vous le détenez, mais c'est nous qui allons vivre à côté de cela. Nous. Donc j'aurais souhaité que dans les enjeux majeurs, eh ben, les gens qui sont ici, les gens qui ne sont pas ici mais qui le pensent, les gens que vous avez déjà rencontrés, eh ben, ils soient dans cette liste-là d'abord. Merci. Merci monsieur. Alors, est-ce que vous pouvez juste monsieur, donc on est enregistré, est-ce que vous pouvez juste dire qui vous êtes, donner votre nom ou de l'association, la personne que vous... Pardon? Vous êtes un citoyen Gravelines. Très bien. Qui veut intervenir? Vous monsieur, je vous en prie. Vous avez été prompt et on va vous amener le micro. Alors par ailleurs, le micro est là, distribué par un série de jeunes qu'on a en service, en volontaire du service civique, qui sont des jeunes qui s'intéressent à l'avenir de leur territoire et qui participent de tentatives, en tout cas de renforcement de la démocratie. Donc ils soient au passage remerciés. La parole est à vous, monsieur, je vous en prie. Tout d'abord, je souhaitais revenir sur l'échange de monsieur. Donc je confirme nos craintes. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur? C'est important. Je suis également un citoyen habitant Bourbourg, qui sera concerné par ce projet. Donc je voulais d'abord acquiescer le propos de mon voisin sur les craintes du développement de ce projet tel que vous me l'avez présenté. Je voudrais évoquer le thème de l'emploi, qui sera un thème majeur et qui est un peu le leitmotiv et je vais dire la partie valorisante du projet pour les riverains du grand port autonome de Dunkerque. Je voulais tout d'abord faire un parallèle avec le projet du port méthanier pour revenir un peu sur la notion d'emploi direct, indirect et induit, pour bien que les gens se rencontrent en fait, de ce que ça veut dire. C'est important ces termes-là. Les emplois directs, c'est bien les emplois qui vont concerner directement donc le chantier. On a les emplois indirects, je vais évoquer les hébergements, la restauration, par exemple, et également les emplois induits, donc ça c'est plutôt lié à tout ce qui est commerce. Aujourd'hui, ce qui avait été annoncé au niveau du port méthanier, c'était 9400 emplois directs, indirects, induits. Bon, pour faire le parallèle, aujourd'hui, c'est 16 000 emplois qui sont annoncés. La réalité, donc ça j'invente rien, c'est sur le site des Hauts-de-France. C'est 3800 emplois directs sur le chantier sur une durée de 4 ans. Donc on va dire, on va arrondir à 1000 emplois directs par an. Vous n'êtes pas sans savoir que, vu l'ampleur du projet, nous sommes en Europe, nous devons passer par respecter les directives européennes et donc faire appel à une offre européenne, ce qui s'est traduit dans le port méthanier par une proportion de 60% de travailleurs détachés. En l'occurrence, principalement des Portugais, des Roumains et des Polonais. Ma question est claire et simple. Aujourd'hui, combien seront créés d'emplois directs donc pour les Launois, pour les Gravelinois, pour les Bourbourgeois, à l'issue du projet? Et sur ces emplois-là, quelle seront la nature des emplois? Est-ce que c'est uniquement de la logistique? Alors on va attaquer. Alors, on garde non pas la question, mais l'observation que vous avez fait, monsieur, sur le caractère énorme du projet, son impact, les vies, etc. Enfin, non, on garde ça pour la suite, mais emploi. Donc, vraiment, on va être centré dans la deuxième partie sur la question que vous avez posée, monsieur. Donc, sur l'emploi. Merci pour votre question qui est effectivement au cœur des préoccupations du territoire depuis un certain nombre d'années. Alors moi, j'étais pas là en 2007 lors du débat public sur le terminal méthanier, donc je me garderai bien de commenter les chiffres qui avaient été annoncés à l'époque. Ce que je sais, parce que j'étais là de 2009 à 2012, c'est que les chiffres de 1000 emplois par an pendant la durée de construction, ça a été le cas, et que de mémoire, on avait à l'époque, en tout cas le Grand Port et Dunkerque LNG,
absolument pas annoncer plus de 70 à 80 emplois permanents dès lors que le terminal serait en service. Donc voilà, ça c'est pour le passé. Projetons-nous dans l'avenir et donc sur ce projet Cap 2020. Dans le dossier, vous avez, et je remercie Jacques Archimbaud, le président de la CPDP, de nous avoir demandé d'être extrêmement précis, complet par rapport au dossier que vous avez trouvé sur votre chaise, donc le dossier de maîtrise d'ouvrage. Donc nous avons essayé de donner le plus d'éléments techniques sur tous les sujets pour que vous puissiez vraiment prendre connaissance de toutes les études que nous avions menées depuis une dizaine d'années. Et donc sur la partie emploi, il y a deux éléments. Nos estimations montrent qu'à terme, une fois le projet réalisé, le nombre d'emplois directs et indirects sur la zone, ce que je vais appeler le Grand Dunkerque, c'est-à-dire Dunkerque dans un rayon de 30 km, c'est-à-dire vos communes et les communes alentours, c'est 5500 emplois sur les 16 000. Hein, et ça, c'est dans le dossier. Vous avez ça dans le dossier. Hein, on est à 9500 emplois directs en 2035 sur les 16 000 et 7200 emplois indirects sur les 16 000. Et donc, si vous voulez, tout ça c'est dans le dossier, hein, donc on globalise effectivement puisque le projet il sert l'intégralité du territoire et on est à 5500 emplois directs et indirects sur la zone du Grand Dunkerque. Alors, la différence entre le projet du terminal méthanier et le projet de Cap 2020, c'est que la phase de construction va générer peu d'emplois. Pourquoi? Parce que ce sont essentiellement des travaux de génie civil, donc on va réaliser un quai et faire du dragage, et ça c'est à peu près une centaine d'emplois par an pendant la durée du chantier. Par contre, ce que nous attendons, c'est la création d'emplois importants lorsque le terminal aura atteint ses chiffres de trafic. C'est ce qui différencie les deux projets entre terminal méthanier et un terminal à conteneurs. Voilà. Monsieur, si vous voulez réagir à la réponse telle qu'elle vous est faite ou... C'est clair que les gens sont... Je ne sais pas ce qui s'est passé, moi j'y étais pas non plus, mais en tout cas, les gens gardent un mauvais souvenir de cette affaire de méthanier. Quant au travail détaché, je pense que on peut purger le sujet du travailleur détaché. Le sujet, il est très simple. Là, on est sur un chantier qui est mené à 100% par le Grand Port, donc on est sur un chantier d'infrastructure où nous sommes soumis aux règles européennes, nous allons utiliser des marchés publics, et donc nous avons des entreprises, hein, vous en avez une aujourd'hui qui s'appelle Bouygues Travaux Publics, une entreprise française qui est en train de réaliser l'extension du quai de Flandre. Donc c'est exactement le même type de travaux, et après vous avez des travaux de dragage pour enlever les matériaux et les mettre sur des zones logistiques, et les mettre sur le trait de côte pour faire de la protection contre les submersions. Donc c'est absolument pas la même façon de travailler que sur le chantier précédent. Non, en première phase, la première phase c'est 8900 emplois sur les 16 000 au total. Donc quand on aura fait 1 km de quai et quand la capacité du terminal aura été portée à son maximum, c'est 8900 emplois. Donc là on est entre 2000, 25, 26, 27. Mais vous savez, les durées de projet sont très très longues en France, hein, donc il faut démarrer maintenant pour faire des travaux dans 5 ans et pour avoir le bénéfice de l'ensemble dans 10 ans. Et la deuxième phase, c'est 7800 emplois directs, indirects et induits supplémentaires. Mais attendez, d'abord il y a monsieur qui a demandé la parole. Il avait posé une question monsieur, sur la logistique. Là, vous aviez posé cette question, monsieur. La logistique là-dedans, c'est à peu près combien d'emplois pour le port au sens grand port maritime, combien pour la logistique et combien pour les autres services? J'ai donné quelques ratios. Il faut bien nourrir les gens, loger les gens, les transporter. Voilà, comment vous aviez calculé à peu près pour répondre précisément à votre question, monsieur? Oui, je vous en prie, monsieur. Alors, il faut que je retrouve la page, hein, mais le ratio, vous l'avez tout à l'heure dans la présentation générale. Un EVP, c'est 1 mètre carré d'entrepôt, et donc rapporté au mètre carré d'entrepôt, vous avez le nombre d'emplois créés. Mais ça figure dans le dossier de maîtrise d'ouvrage. Je vais juste vous retrouver la page, j'en ai pour quelques secondes. Monsieur, je vous en prie. Bonsoir, Nicolas Fournier, président de la Fédération de protection de l'environnement Adelpha, agréée par les pouvoirs publics. Également, je suis président d'un groupe local de la Fédération des Amis de la Terre, présent sur Dunkerque.
et je suis aussi membre du conseil de développement du port. Donc je suis les affaires portuaires, évidemment avec beaucoup d'attention. Ce que je voudrais dire déjà en préambule, c'est que notre territoire a bien souvent été malmené. On parlait du terminal méthanier. C'est vrai que les Launois ont perdu leur plage, ont perdu le site du Clipon. Et pour quel résultat? Puisqu'aujourd'hui, malheureusement, ce terminal méthanier ne rend pas les services qu'on attendait de lui au départ. Ce terminal méthanier se porte tellement bien que d'ailleurs EDF, le propriétaire, essaie de le revendre. Bon, je ne sais pas qui achètera un outil qui, pour l'instant, ne répond pas aux attentes. Enfin, soit. Aujourd'hui, nous parlons du projet de port 2020, Cap 2020. Je me demande, est-ce qu'il est forcément utile d'aller si loin dans le gigantisme quand on sait qu'aujourd'hui, on a déjà une extension en cours, celle du quai de Flandre, où on va avoir 600 mètres de quai supplémentaires. On va pouvoir accueillir déjà 2 porte-conteneurs de grande taille simultanément. Donc, bon, il y aura déjà de quoi faire. Et là, on va continuer de malmener le territoire, surtout pour les Launois, qui vont être véritablement enserrés entre des nouveaux bassins et surtout entre des zones logistiques très importantes, avec une grande circulation de trafic routier, puisque le chiffre est connu, hein, on parle d'un camion toutes les 30 secondes. Alors on nous dit que l'autoroute A16 ou l'autoroute A25 ne vont peut-être pas pouvoir accepter ce trafic routier en journée, donc on ferait peut-être partir les camions davantage la nuit. Alors je vous dis pas au niveau du bruit, l'On-Plage va être perdu dans un brouillard de bruit, de lumière et surtout de pollution atmosphérique, liée évidemment aux émissions de poussière des camions, mais aussi des navires, même s'ils sont à quai branchés sur l'électricité. Quand ils arrivent ou qu'ils repartent, ils doivent faire actionner leur machine. Et évidemment, ça émet énormément de pollution. La pollution maritime est aujourd'hui reconnue comme un premier facteur de pollution atmosphérique. Voilà, donc nous, à la Delfa et dans nos associations, on est quand même opposés à ce développement portuaire qui est pour nous d'un autre âge. On nous présentait des plans tout à l'heure du SDO, du début des années 70 ou de la fin des années 60. Je crois qu'aujourd'hui, en 2017, avec tous les enjeux climatiques, avec tous les enjeux de pollution, de santé publique, on n'est plus dans cette époque-là. C'est un projet qui est d'un autre âge. Alors, avant de... Alors, ce qu'il y a, c'est que ça marche pas, même si vous avez raison ou tort, ça marche pas marcher l'applaudimètre. Donc, bon, si on se met à comptabiliser les... Bon, ceci, mais après tout, c'est la passion. Quand même, il y a 2 aspects dans la question du monsieur. Il y a un aspect, finalement, est-ce que vous avez bien dimensionné votre affaire? Puis après, il y a l'aspect impact sur lequel on va également, je vous garantir, venir. Mais est-ce que c'est bien dimensionné? C'est-à-dire, pourquoi 2, pourquoi 3, pourquoi pas 4? Finalement, comment vous allez, est-ce que vous allez monter en puissance? Enfin, voilà, c'est projet gigantesque, projet pharaonique. Est-ce que vous avez le sentiment, monsieur Raison, de porter un projet gigantesque, finalement surdimensionné? C'est quand même la question qui est posée. Avant qu'on examine le surdimensionnement étant là, est-ce que ça veut dire comme surdimensionnement du point de vue des impacts? Merci à Nicolas Fournier, qui est membre du conseil de développement du port, donc qui connaît bien nos projets et qui a participé aussi au vote du conseil de développement sur le projet stratégique, qui portait d'ailleurs ce projet. Mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est plusieurs choses. Aujourd'hui, il y a énormément de flux conteneurisés qui arrivent en France par les ports du Nord, belges, hollandais. L'économie du Benelux repose sur une économie du transport qui, le plus souvent, pour la France, est une économie du transport routier. Et nous perdons chaque année une grande partie de valeur ajoutée et d'emplois parce que les marchandises à destination de la France, on estime à peu près à 5 millions d'équivalents 20 pieds le total des marchandises rentrant en France par des ports étrangers. Donc ces marchandises-là ne passent pas par nos ports. Et donc nous perdons les emplois, la valeur ajoutée par rapport à cette activité. Et donc le projet que nous essayons de dimensionner, il part de ce premier principe, pour faire en sorte que le port de Dunkerque, qui est le seul port de commerce de la région des Hauts-de-France, ait ce rôle de créateur de valeur ajoutée pour la région.
Je rappelle que les ratios en matière d'emploi dans la région des Hauts-de-France ne sont pas les meilleurs de France, que le produit intérieur brut est pas très élevé, et donc nous avons un objectif qui nous est assigné par le gouvernement, qui est de faire du développement pour justement donner de l'emploi aux uns et aux autres. Donc j'entends la remarque de Nicolas Fournier sur le projet d'un autre âge. Le projet qu'on fait ici, c'est un projet qui vise dans des limites raisonnables, c'est pour ça on l'a d'ailleurs dit à de nombreuses reprises, on n'est pas là pour développer 10 millions de capacités comme à Anvers ou à Rotterdam. On est là pour faire en sorte que les conteneurs à destination des Hauts-de-France ou du nord de la France, et d'ailleurs ça a été bien remarqué par des parlementaires qui sont venus il y a 2 ans à la demande du gouvernement pour que le port de Dunkerque desserve la totalité du nord de la France, et on souhaite le faire de façon importante, au maximum par des moyens multimodaux. Le train, la barge, on essaye de faire, bien sûr il y aura des camions sur les routes, ça c'est indéniable, d'ailleurs c'est dans le dossier, mais nous essayons au maximum de valoriser le multimodal. Dernière chose sur la partie pollution, les grands bateaux qui viennent à Dunkerque tous les mercredis et qui forment la ligne phare du terminal à conteneurs, l'armateur qui possède ces navires a décidé de les rendre encore plus grands, mais il a aussi décidé, et c'est le premier au monde à le décider, c'est de faire en sorte que ces bateaux passent au gaz naturel liquéfié qui est beaucoup moins émissif, je rejoins M. Fournier sur les émissions des navires, beaucoup moins émissif en polluant que tous les autres navires aujourd'hui qui voguent sur la planète. Donc il y a une volonté d'excellence, et pas une volonté de se projeter sur un projet des années 70, il y a une volonté d'excellence de faire de ce projet un projet qui va créer de la valeur, qui va ramener de l'emploi local, qui va bien entendu essayer de limiter au maximum les impacts sur le territoire, et qui va essayer de faire en sorte que les impacts environnementaux soient le plus réduits possible. Alors on va y revenir. Est-ce qu'il y a une question à l'autre bout de la salle? Une question. Je vous en prie, madame. On va d'ailleurs faire un système qui est de priorité, quoique la parité soit tout à fait respectée aux dames quand elles posent des questions. Une femme. Je vous en prie, madame. Bien, personnellement, je ne peux m'empêcher de penser aux conséquences. Vous pouvez vous présenter, madame. Oui, Annie Espanjou de Grande-Sainte. Je ne peux pas m'empêcher de penser aux conséquences du projet sur le monde, et non seulement sur l'agglomération. Aujourd'hui, je pense qu'un être humain ne peut se sentir simplement dunkerquois ici. On est citoyen du monde, le monde est devenu une espèce de village et tout le monde est interdépendant. Donc je crois que tout citoyen du monde doit avoir le droit d'avoir des conditions décentes. Or, ce type de projet, je pense, et l'appât du gain, conduit souvent à de nombreuses souffrances, directement ou indirectement. D'une part, la souffrance due aux accidents mortels, parfois, de plus en plus nombreux sur les routes de l'agglomération, avec une densité toujours plus grande. D'autre part, la souffrance d'ouvriers du Havre ou d'autres ports qui vont perdre leur emploi. Ensuite, la souffrance des ouvriers du tiers-monde exploités pour produire ou transporter les biens de consommation dans les containers. Aussi la souffrance des humains qui sont affectés par la montée des eaux due à la pollution. Parmi les causes de cette pollution, il y a bien sûr la production et le transport des biens de consommation, les futurs travaux de l'extension du port, les transports des conteneurs à partir de bonnes plages, etc. Enfin, les drames sont multiples. Voici l'exemple de 3 marins de commerce décédés en février 1975. Donc, ils étaient mécaniciens sur un navire citerne, la Pointe de Pénarne. Ils travaillaient donc dans la salle des machines. Ils ont lancé une alerte disant qu'il y avait un problème, un risque. Le capitaine a refusé de s'arrêter, et tout ça pour l'argent. Donc, décès de ces 3 marins. Vous souhaitez investir des sommes colossales pour créer des emplois. Or, aujourd'hui, on parle des ports modernes qui sont de plus en plus automatisés. Le coût des énergies fossiles risque d'augmenter fortement. Enfin, en conclusion, je voudrais dire 2 sentiments, la révolte et l'espoir. Le débat public ne tient pas compte de la révolte des habitants des îles Fidji ou des pays d'Afrique de l'Ouest où les maisons sont emportées par la mer à cause du niveau de l'eau qui augmente et la pollution. La planète est limitée, on nous le répète sans cesse. À mon sens, l'évidence, c'est la relocalisation. Respecter les rythmes de la nature, de la faune, de la flore dont nous dépendons. Ne pas imposer des horaires absurdes de travail. La solution, peut-être trouver le bonheur non pas dans la compulsion à l'achat,
Et dans nos échanges dans nos quartiers, dont parlait Rob Hopkins à l'eau sucre le 21 octobre, ou dans la sobriété heureuse qu'évoquait Pierre Rabhi il y a quelques années à Grande-Sainte. De plus en plus nombreux sont les hommes et les femmes qui pensent sur le long terme. Les futures générations doivent pouvoir hériter d'une planète où il fait bon vivre. J'entendais à l'occasion de la COP23 à Bonn que 15 000 scientifiques du monde entier tirent la sonnette d'alarme. La planète vit à crédit sur ses ressources naturelles. Les signaux concernant le climat sont tous au rouge. J'entendais même au rouge écarlate. Embaucher des milliers de chômeurs, 20 heures par semaine, pour produire des légumes bio ou des fruits bio pour nourrir la population locale. Est-ce une utopie ? Il faut conclure, madame. Parfait, madame. Écoutez, il y a plusieurs interrogations qui sont absolument passionnantes, qui touchent d'abord, est-ce que la question du bilan écologique de la filière maritime est une question qui vous est posée, c'est-à-dire finalement cette filière, ce que dit madame, c'est qu'elle est prédatrice, elle est destructrice de l'environnement, elle est gaspilleuse de ressources, elle est par ailleurs exploiteuse de pays du Sud. Est-ce que c'est quelque chose avec lequel vous êtes d'accord? Est-ce que vous dites finalement c'est pas nous? Est-ce que c'est une inquiétude éthique, pour reprendre des mots à la mode, qui vous a parcouru ou qui vous concerne ou qui voilà. Est-ce que vous pouvez répondre? Vous avez beaucoup de questions, madame, à cette question-là. Madame, moi je ne vais pas faire le débat de la mondialisation. C'est pas pour ça que je suis payé, c'est pas pour ça que je travaille. En tout cas, c'est pas la mission qui m'a été donnée par le ministre. Le deuxième point, c'est que bien entendu, nous sommes attentifs à tous ces sujets. Le trait de côte, par exemple, pour ce qui concerne Dunkerque, est un élément important. Est-ce que vous savez que depuis 10 ans, le port de Dunkerque emploie un thésard pour mieux connaître les phénomènes littoraux et pour protéger le littoral qui vous défend, vous, habitants de l'ensemble de la plaine de Flandre? Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, nous manquons de matériaux sur tout le littoral pour pouvoir protéger l'intégralité de ce littoral? Est-ce que vous savez que nous avons réalisé, pour le compte de l'État et de la communauté urbaine, une opération de défense de l'ensemble du territoire de la ville de Dunkerque en faisant un rechargement sur la plage de la digue des Alliés, où c'est le port qui a pris cette initiative, à la demande de l'État, de mettre 1,5 million de mètres cubes de protection devant la digue des Alliés? Est-ce que vous savez que nous sommes le seul port aujourd'hui en France à défendre l'usage du gaz naturel liquéfié pour l'ensemble du transport maritime? Est-ce que vous savez que nous sommes demain le premier port à avoir des branchements à quai pour faire du branchement à quai de navire sur les ports de conteneurs? Vous voyez, nous sommes depuis plus d'une dizaine d'années en pointe dans le domaine international sur l'ensemble des préoccupations environnementales en Europe, et il n'y a pas grand monde qui le sait. Nous le faisons pour la protection des oiseaux. Je pourrais vous citer une multitude d'exemples pour lesquels le port s'occupe aussi à son échelle de la planète. Malheureusement, le port est un établissement public de l'État. Il met en place des politiques nationales et internationales. La ministre de l'écologie, Ségolène Royal, était ici en décembre dernier pour signer avec nous une convention de financement de la station d'avitaillement GNL du port. Donc vous voyez que ces problématiques-là, dans le cadre de la COP 21, dans le cadre de la COP 22 ou 23, dans le cadre de l'ensemble des directives environnementales, nous les appliquons au quotidien et nous sommes sûrement un des ports les plus en avance sur le sujet. Alors, sauf que la dame, si je peux me permettre, elle vous a interrogé sur les causes, pas sur la gestion des conséquences. Mais c'était sa question, c'est votre réponse. Il y avait une deuxième question qui portait sur la mécanisation et l'emploi. C'est-à-dire, elle dit en gros, est-ce que tout ça, parce qu'on n'est pas, c'est en 2017, mais est-ce que quand même il ne va pas y avoir une mécanisation telle que les emplois dont vous parlez risquent de passer à la trappe, en gros, hein. C'était le deuxième aspect de votre question, madame. C'est effectivement un sujet, le sujet se pose dans toutes les industries, hein, la robotisation. Moi j'ai entendu un autre propos dans votre question qui était la relocalisation. Le travail du port, ce n'est pas que d'importer des marchandises à destination du territoire français. Le travail du port, c'est de faire en sorte que sur la plateforme portuaire s'implantent des nouvelles entreprises dans tous les domaines qui pourront aussi relocaliser de l'emploi à Dunkerque. Moi, je ne suis pas dans la course au conteneur pour le conteneur. D'ailleurs, si j'avais été dans une logique comme celle-là, c'est pas un projet à 2,5 millions de conteneurs qu'on aurait fait, c'est bien plus que ça. Et ce que l'on veut préserver, c'est justement la possibilité de relocaliser et de faire à Dunkerque, sur ce territoire, un certain nombre d'implantations
On en a réussi un certain nombre avec tous les élus, avec Bertrand Rago, avec Patrice Vergrit, avec Éric Rommel. L'idée, c'est bien de ramener ces emplois pour qu'ils bénéficient au territoire et qu'ils soient non délocalisables. Donc effectivement, il y a une question autour de tout ça. D'un côté, la relocalisation et de l'autre côté, la robotisation. Pour ce qui est de nos évaluations, elles sont vraiment basées sur l'état de l'art actuel, c'est-à-dire que aujourd'hui on n'est pas, on s'est pas mis dans une logique où tout était automatisé partout, parce que dans ces cas-là, effectivement, c'est pas le même nombre d'emplois. Mais la dame elle a aussi posé la question de est-ce que vous n'allez pas habiller, pardonnez-moi, et Paul pour habiller Pierre, c'est-à-dire Dunkerque pour habiller Le Havre ou déshabiller. Enfin, est-ce que vous avez évalué les conséquences éventuelles en termes d'emploi sur d'autres ports et concurrence? J'ai dit, Monsieur le Président, dans mon propos introductif, que le marché du conteneur depuis le début de l'année, dans le monde, c'est une croissance de 8%. Et sur ce projet-là, en 2035, on pense que le marché du conteneur va doubler. Donc on n'est pas dans une concurrence franco-française, on n'est pas dans une concurrence entre la France et les pays du Nord. On est dans la captation d'un volume qui de toute façon progresse et qui n'allait pas en France. Donc moi, j'oppose pas les territoires, absolument pas. On n'est pas dans un débat politique entre Le Havre, Dunkerque, etc. Je pense qu'il faut oublier ces débats-là, qui d'ailleurs n'ont pas de sens dans une république une et indivisible. Mon sujet, c'est de faire en sorte que cette valeur arrive sur le territoire. Bien, dans une autre séance, parce que je me dois aussi de rapporter, vous avez indiqué quand même à propos de la filière maritime qu'elle devenait plus vertueuse qu'auparavant, que la réglementation internationale évoluait, que bon, il n'y avait pas ça. Est-ce que vous pourriez juste pour quand même que la dame, le problème c'est pas seulement d'éponger quand la baignoire déborde. Il y avait quelqu'un qui avait en plus cette expression, etc. C'est d'éviter qu'elle déborde, quoi. Donc, moi, je regarde pas par la fenêtre quand la maison brûle. Si voilà, on veut faire une autre métaphore, c'était plus ancien. Le sujet, effectivement, c'est que les compagnies maritimes, mais c'est vrai pour tous les domaines de l'environnement que vous connaissez très bien, apparemment. Les compagnies maritimes sont forcées de faire un certain nombre de choses parce que la réglementation de l'Organisation maritime internationale impose de mettre en place des réglementations de plus en plus contraignantes sur le transport maritime. Et il est vrai que tous les bateaux qui circulent dans le monde depuis des années et qui rejettent à l'atmosphère des quantités de polluants très importants, déjà ça, en Europe du Nord, on le connaît moins, parce que depuis le 1er janvier 2015, la réglementation de l'OMI, l'Organisation maritime internationale, a imposé des règles strictes sur les rejets de dioxyde d'azote et de dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Donc il y a un premier pas qui a été passé depuis le 1er janvier 2015, il y a un deuxième pas qui va être passé à partir du 1er janvier 2020, et c'est aussi pour ça que l'armateur avec lequel on travaille en majorité a décidé de faire passer ces bateaux à autre chose qu'une propulsion au fioul lourd. Et là, on est dans des rejets qui sont bien moins importants. Mais ce qui est vrai en Europe du Nord, dans ce qu'on appelle les zones CK, c'est des zones dans lesquelles il y a peu d'émissions en sulfure, ce n'est pas vrai dans le monde entier. C'est vrai aux États-Unis, ça sera peut-être vrai demain sur le bassin méditerranéen, mais pour l'instant, c'est pas partout dans le monde. Donc je suis d'accord, on va peut-être pas assez vite, mais en tout cas, sachez qu'à Dunkerque, quand même, on essaye d'aller plus vite que la musique. Avant de redonner la parole à des gens qui l'ont déjà eu, est-ce que d'aucuns veulent nous interroger le maître d'ouvrage sur ces questions? Monsieur, tout au fond, c'est Monsieur Gons, c'est ça que je vois, que j'aperçois. Bonsoir, Monsieur Gons, mais c'est pas à vous que je donne la parole, je vous la donnais. Je vous en prie, monsieur. Bonsoir, je m'appelle Corentin Haut, je suis étudiant et habitant de Givelde. J'aurais aimé savoir comment vous avez anticipé les réactions des investisseurs face à la crise migratoire qu'on connaît actuellement, mais également aussi dans le contexte du Brexit. Le tout renforcé par les migrations environnementales qui ne cessent de s'alourdir. Et j'ai une deuxième question, c'est... excusez-moi. Et c'est justement si vos objectifs ne sont-ils pas trop optimistes en termes d'emploi et face aux investisseurs qui pourraient être découragés face à ce facteur qui est très important et qu'ils prennent forcément en compte. Merci. Alors, Brexit, instabilité mondiale, prévision... Est-ce que... Est-ce qu'il y a toujours la même question, c'est bien dimensionné. Est-ce que vous avez prévu l'ensemble des aléas? Est-ce que vous avez une hypothèse haute, une hypothèse basse? Est-ce que vous allez commencer par un bout, finir par l'autre? Comment vous tenez compte de... parce que ça a l'air d'être reparti le business là, mais c'est quand même été un peu plus fluctuant il y a quelques années, quoi.
Alors, le business dans le domaine du conteneur, il a jamais été à l'arrêt. Hein. Depuis que le conteneur a démarré, c'est une industrie qui est en progression. Elle est en progression plus ou moins importante au plan mondial depuis 30 ans, mais la progression est majeure chaque année. Alors, effectivement, il y a des paramètres extérieurs qui nous tombent dessus un peu tout le temps. Hein. Le Brexit, personne ne l'attendait. Aujourd'hui, il y a une mise en place. J'ai tendance à dire que le Brexit est plutôt un élément favorable pour le projet du port qu'il n'est défavorable. Puisque aujourd'hui, il y a les armateurs qui arrivent du monde entier en Europe du Nord, ils n'arrivent pas uniquement pour la Grande-Bretagne. Ils arrivent pour tous les pays européens d'abord. Et la marchandise, elle repart pas en intégralité ou elle passe pas en intégralité par les ports anglais. Donc ça veut dire que le Brexit, pour nous, il a un aspect favorable de desserte de la Grande-Bretagne. Deuxième élément sur votre question, la crise migratoire. Alors la crise migratoire, elle a surtout affecté, et elle continue d'affecter l'activité ferry, donc qui n'est pas le cœur du projet que vous avez vu ce soir, découvert ce soir. On est vraiment sur deux business complètement différents, puisque les migrants dans la zone cherchent avant tout à rejoindre l'Angleterre en passant par les ferries ou en passant par le tunnel. Donc on est dans une problématique un peu différente. À ce stade, nous n'avons pas d'industriels de la logistique avec lesquels nous travaillons sur des développements de projets qui ont mis en évidence ce point-là comme étant un point bloquant des futurs développements du port. Bien. Monsieur Gons, puis une autre personne derrière qui a demandé la parole. Allez, un petit peu plus. Parce que bonjour à toutes et à tous. Alors déjà dans un premier temps, c'est important ce que vous dites, le temps. Je vais me permettre de focaliser sur l'emploi et vous demander si c'est possible de réintervenir, puisque je pense que ça sera possible, avec une toute autre casquette. Excusez-moi, hein, mon métier premier, c'est faire de la revendication en tant que syndicaliste. Donc de revendiquer une deuxième intervention avec une casquette plutôt associative. Je pense pas que c'est la première partie. Je capitule d'entrée. Donc moi ce que je voudrais propositionner quand même et essayer de mettre un peu plus de gaieté là dans le débat, parce que moi j'entends plein de choses aujourd'hui, ce soir, mais déjà aussi sur les réseaux sociaux et depuis que ce débat a démarré, c'est de remettre un peu de gaieté, c'est de repasser quand même le contexte de l'emploi et de l'avenir de nous, parce qu'on est jeunes, hein, moi pour ma part j'ai 40 ans, j'ai envie de terminer ma carrière sur le port et aussi de prévoir l'avenir pour nos jeunes de ce territoire. Parce que si on entend certaines personnes ici ce soir, malheureusement, je pense qu'on peut fermer le port ou tenter de finir quelques activités qui nous restent sur le port. Parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui polluent, c'est vrai. Moi, je suis 5e génération de docker. Et je peux vous dire que mes aïeux sont malheureusement et ont été malheureusement touchés par certaines précautions qui n'ont pas été prises à l'époque. Je pense que c'est notre rôle aujourd'hui de prendre ces précautions, mais de ne pas faire un trait sur l'emploi et la vocation du territoire ici dunkerquois, portuaire et qui plus est industriel, puisqu'on a une vocation industrialo-portuaire. Donc déjà, il faut replacer le débat. C'est déjà une première question qui veut se poser, c'est la volonté et la politique que les gouvernements et que les gouvernements successifs veulent poser auprès des ports. On n'est pas dans des concurrents, je ne vais pas faire le monsieur GPMD et faire les réponses de ce que j'ai entendu, mais en tout cas, c'est pas de la compétition entre franco-françaises, ça faut bien se le répéter. J'ai vu des sujets, je suis intervenu sur des sujets qui ont circulé sur les réseaux sociaux, je suis désolé, on va pas voler les parts du Havre, on n'est pas en train de péter les dents du port du Havre, ni d'autres ports français, on est en train tout simplement d'essayer de faire une économie circulaire intelligence et de rapatrier du circuit court. Donc là, pour tous ceux qui font de l'écologie et qui veulent moins de pollution, axons-nous tout simplement sur le circuit court. Et donc, on a un gros problème administratif dans ce pays. Le président est parti, François Soulet de Brugière. Je reviens d'une réunion avec lui pas plus tard que ce matin sur la flotte stratégique. Je peux vous dire que l'administration et le millefeuille de la technocratie en France, je pense que c'est ça. Et c'est à la base, et c'est là qu'il faut le revoir. Parce que je peux vous dire qu'eux, ils font pas de l'économie pour de l'économie, ils font pas de circuit court, et ils nous mettent un tas de directives, de décrets à appliquer, etc., qui nous bloquent dans le développement et qui nous évitent, et ça évite de faire justement le circuit court. Madame, quand vous parlez de circuit court, est-ce qu'il faut faire de nos territoires? Je peux vous dire qu'à force de mettre le millefeuille comme ça, on va pas en faire. Ça, c'est certain. Et on va être complètement à côté de la plaque, et c'est là où
quelle est la véritable politique dans ce pays pour les ports. Et c'est pas à concurrencer les uns et les autres, c'est à être complémentaires. C'est tout. Pour revenir sur les emplois... rapidement, Franck. Ouais, mais rapidement, mais il faut bien expliquer les choses. Dans un premier temps, c'est quoi? Aujourd'hui, nous consommons pour 1 million de conteneurs sur ce territoire, on n'en passe que 400 000. On ne fait pas de circuits courts, on fait des circuits longs, on consomme 600 000 conteneurs à côté. Moi, je veux bien de dire, bon, on va essayer de tisser, on va remettre les tisseries en place, et on va essayer de porter des chemises qu'on a fait nous-mêmes. C'est pas possible aujourd'hui. On ne sait pas faire le retour en arrière à ce stade-ci. On a tous des écrans plats chez nous, on ne sait plus les faire, les écrans plats. Exact, etc., etc. Je ne vais pas tout développer ça. Aujourd'hui, 600 000 EVP nous échappent. Et ils nous polluent. Ils nous polluent, ces volumes. Pourquoi ? Parce que c'est les ports belges qui les ont, c'est pas les Havrais, c'est les ports belges. Comment on fait, nous les Français, pour récupérer cette consommation française, ce qu'on dépense, parce qu'on l'achète, c'est ça les valeurs ajoutées, c'est on les achète, on les dépense, comment on fait pour les récupérer dans un premier temps? Et bien pour ça, il faut des linéaires de quai, il faut creuser des bassins aux bons endroits. C'est pas de mettre une surcapacité dans les ports français de linéaires de quai, de zones logistiques. C'est au minimum de récupérer pour éviter d'avoir ces 600 000 conteneurs qui viennent d'ailleurs et où ils arrivent tous par camion et principalement par camion sur notre territoire, donc qui polluent notre territoire. Lonne-Plage, Gravelines, et toutes les communes. Conclure, monsieur Vance. Je conclus. Donc déjà, une vraie volonté, une politique, une volonté de récupérer ces emplois qui nous sont dus et qui sont relatifs par rapport à notre consommation. C'est nous qui les consommons dans les Hauts-de-France. Déjà, ça c'est le minimum. Deuxième chose, j'ai envie de lancer une pierre pour le collègue de la Delfa. Il n'y a pas que l'Atlantique. Il ne faut pas étudier que l'Atlantique qui rentre dans les terres. Il y a 2 projets. Il faut tout étudier. On a un PA2D au port depuis de nombreuses années qui est là. Je pense qu'au niveau écologique et études, impact, ça se fait déjà depuis longtemps. On a déjà des plans, et ces plans ne datent pas du débat public. Il y a eu 2 options de présenter, une option atlantique et une variante baltique. C'est étudié depuis 2008. Donc on n'est pas en train de dire qu'il n'y a qu'un projet, et c'est vrai. Alors là, qu'il faut étudier effectivement le problème sociétal qui pourrait se poser pour les concitoyens de Lonne-Plage, de Gravelines, etc. Mais moi, je voudrais rappeler aux collègues de la Delfa, avec qui je participe à tout, puisque je suis dans le conseil de développement, on n'est pas là pour faire la carte de visite, mais en tout cas, on est tous autour de la table depuis des années à trouver le bon endroit et à développer les bonnes zones et s'implanter sur les bonnes zones. Ça marche. Monsieur, donc le sujet merci pour cette intervention qui fixe effectivement les alternatives, les choix possibles dans cette affaire. Il faut savoir ce qu'on veut, quoi. Hein. Voilà, ce que vous nous dites, en gros, quand même un peu savoir ce qu'on veut. Quelqu'un avait demandé la parole derrière. Non, c'est vous, monsieur, peut-être. Alors, si c'était vous, vous l'avez maintenant. Puis, je ne vous oublie pas. Hein, j'ai bien en tête. Ça fait un bout de temps que j'anime des réunions. Je vois à peu près qui. Alors, oui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, monsieur Ça va être très court. Je vous en prie. Monsieur Raison, vous habitez à Lonne-Plage? Dites-moi, vous habitez à Lonne-Plage? Vous balayez, vous, le minerai que l'on reçoit tous les jours? Vous le respirez, vous? Et maintenant que vous enclavez Lonne-Plage, la valeur mobilière, les maisons, elles vont faire quoi? Qu'avez-vous prévu? Je vais répondre, monsieur, à votre question, évidemment. Vous me dites, parce que je vois pas, moi, quelqu'un avait demandé la parole tout au fond là-bas. Qui a demandé la parole? Ah, très bien, très bien. Allez-y, monsieur, je vous en prie. Attendez, Non, monsieur, j'organise le débat en 2 temps. Il y a une question sur les impacts locaux. J'ai noté les impacts de poussière, j'ai nommé les impacts de valeur des biens mobiliers, j'ai noté les questions de bruit, j'ai noté les questions de pollution, j'ai noté les problèmes de santé. Donc voilà, vous inquiétez pas, on y vient. Mais allez-y. On y vient, monsieur. J'ai une question, excusez-moi. Marc Grunfogel de Gravelines. Donc, je voulais savoir ce que faisait le port par rapport à la submersion marine, puisque nous serons impactés, mais on n'a pas vraiment de nouvelles par rapport à la submersion marine, concernant notamment les obligations pour les propriétaires. Deuxièmement, que va faire le port? Est-ce qu'il va produire ce qu'on appelle un contrat social, moral, en concernant l'emploi?
moi je suis tout à fait enclin à réagir aux propos émis par beaucoup de gens qui sont en faveur de l'écologie. Je pense qu'il faut changer notre mode, hein, il faut arrêter la course à la croissance parce que c'est ça ce qui va nous mettre la tête dans le sable malheureusement. Ça c'est le premier point, mais moi je voulais avoir des informations également si ça se fait, puisqu'en fait bon il y a deux choses qui sont bien distinctes dans ce projet. Au niveau écologique, quel est l'impact? C'est ce que je disais tout à l'heure. Mais deuxièmement, en termes de formation, parce que vous parlez d'emploi, mais pour les jeunes, quelles vont être les formations qui vont être prises en compte? Est-ce qu'il y aura de la vraie formation? C'est-à-dire pas aller chercher à droite et à gauche pour faire du bouche-trou. Il faudra vraiment que ce soit un objectif du port, puisque vous êtes propriétaire, hein, vous l'avez rappelé en préambule, vous êtes propriétaire. En fait, ce débat est un peu biaisé, moi je trouve, parce que quand vous dites que vous êtes propriétaire, c'est que vous êtes libre. Donc vous avez le droit de faire comme bon vous semble. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait un vrai contrat entre l'État et les autres collectivités, pour que vous ne puissiez pas faire n'importe quoi, n'importe comment, parce que ça c'est important aussi, hein, que les citoyens, là il y a un débat, mais que les citoyens soient juges, et puissent à un moment donné dire stop quand il y a des raisons de votre côté. Excusez-moi de faire un jeu de mots avec votre nom de famille, hein, monsieur. Oui. Mais je veux dire, ce que j'attends vraiment, c'est un contrat social, éthique, et également en termes de respect de l'environnement, pour qu'on n'aille pas droit dans le mur, et qu'on respecte à la fois les critères écologiques, économiques, et également, je voudrais vraiment avoir cette information-là sur la formation. Quelles formations vont être faites pour pouvoir justement arriver à l'emploi, puisque cet emploi, de toute façon, je pense que ça se fera. Il y a un gigantisme qui est évident, mais ça se fera puisque de toute façon, les cartes sont déjà rebattues. J'ai bien vu un certain nombre de choses sur le quotidien, donc notamment des espèces de grands panneaux avec des symboles lumineux pour les différents déplacements au niveau du canal. Et en dernier point, j'aimerais savoir, il n'y aura pas quelque chose de fait sur le ferroroutage, parce que c'est vraiment stupide de faire venir que des camions. Est-ce qu'il n'y aura pas du ferroroutage à la place pour éviter, bon, vous voulez parler de circuit court, le docker parlait de circuit court, mais je pense que ce qui est la priorité, c'est arrêter les camions, quoi. Je veux dire, il faut vraiment revenir à quelque chose d'intelligent et mettre en partenariat la SNCF, hein, les entreprises publiques, parce que c'est important que les entreprises publiques soient présentes. Voilà, j'ai essayé de faire un espèce d'éventail des questions qui ont été soulevées ce soir. Alors, merci. Il y a trois bouts. Il y a contrat social sur question d'emploi. Si je peux me permettre, monsieur le maire, vous avez dans le cahier d'acteur du maire de Gravelines, du SIVOM, il est question d'un dispositif par lequel, en effet, on s'engagerait à suivre les questions au jour le jour, enfin, et sur toute la durée de l'affaire, sous l'autorité de l'État, c'est un petit peu l'hypothèse que vous évoquez, pour calibrer les emplois, dire quoi, quand, avoir l'espèce d'indication de suivi. Est-ce que vous êtes peut-être que vous n'avez pas lu le cahier d'acteur, il arrive, donc bon, mais est-ce que vous êtes sensible à ce type de proposition, à la question que pose le monsieur, déjà? Premier sujet. Deuxième sujet, formation. Il y a le monsieur qui s'en va, donc je vais peut-être lui répondre avant qu'il s'en aille. Monsieur, restez quelques instants. Oui, non. Je sais mais pas, on va vous répondre, qui mène le débat. Parce que chacun son tour, monsieur. Voilà, c'est ça le principe. Monsieur, on va vous répondre. Est-ce que vous habitez une plage, monsieur? Monsieur avait posé deux questions. Voilà. La première sur les poussières. Donc, sur un terminal à conteneurs, il n'y a pas de poussière. Voilà, je réponds à votre question. Mais c'est aussi important d'être patient aussi dans cette affaire. Vous savez, c'est chacun. Donc, vous avez posé une première question sur les poussières. Un terminal à conteneurs, ça ne génère pas de poussière, puisque vous avez... Chut, monsieur, s'il vous plaît, je vous entends. Soyons courtois. Je vous en prie, monsieur. Finissez votre réponse, monsieur. Je vous en prie, je vais vous redonner la parole. Monsieur, s'il vous plaît. Premièrement, nous, on développe un projet. Ce projet traite de conteneurs. Le conteneur ne génère pas de poussière. Donc, voilà, ça c'est la première réponse. Attendez, monsieur, laissez-moi terminer. Deuxième chose, sur la valeur immobilière, sur Lone Plage. Vous êtes parti ou vous restez? D'accord, très bien. Ce qu'on cherche, c'est à faire en sorte qu'il y ait une relocalisation d'emplois sur le secteur. Et donc, si on cherche à relocaliser de l'emploi, on cherche à faire en sorte que les gens, plutôt que de quitter le territoire, reviennent s'installer sur le territoire. Si on a, plutôt qu'une déprise sur le territoire en matière d'immobilier et d'emploi, on va donc chercher à ramener ces gens-là. Donc, dans ces territoires-là et dans toutes les expériences de ce genre de territoire, l'immobilier a plutôt tendance à se valoriser qu'à se déprécier. Je vous donne juste un exemple. Je termine. Non, mais attendez, monsieur.
Mardic est dans une situation, dans un périmètre de risque technologique qui sera absolument pas le cas de la commune de Lonne-Plage. Il n'y a pas de périmètre de risque techno sur la commune de Lonne-Plage. Donc, on est dans une logique où on cherche à ramener de l'entreposage logistique, des nouvelles activités sur la commune qui vont justement ramener des nouveaux habitants pour le bien de la collectivité. Donc, vous prenez le port d'Anvers, je vous donne juste un exemple sur le port d'Anvers. Le port d'Anvers, c'est aujourd'hui 200 000 emplois, directs, indirects, induits, et 20 milliards d'euros de valeur ajoutée par an. Alors, on peut dire qu'on n'a pas envie de ça, peut-être, mais en tout cas, moi je pense que ramener des projets sur le territoire, ça a plutôt tendance à valoriser le territoire et augmenter le PIB que l'inverse. Alors, oui, juste l'affirmation que vous venez de dire sera soumise à vérification, enfin à évaluation, parce que vous dites, dans les territoires portuaires, le prix du foncier a plutôt tendance à augmenter. Ça mérite qu'on examine ça, on va regarder ça d'un petit peu près. Juste sur la question de la formation posée par le monsieur, et puis la question que j'ai posée sur le contrat proposé par monsieur le maire de Gravelines, par d'autres d'ailleurs. Hein. Il y a plusieurs questions sur le. Moi j'ai noté au moins 4 points de la part du monsieur qui est au fond de la salle. Première question sur la submersion marine. Sur la submersion marine, le projet, il vise à réutiliser une grande partie des matériaux, pas que pour faire de la zone logistique, mais pour aussi protéger le territoire. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure en réponse à madame. On va protéger une partie du trait de côte et on va protéger la plaine de Flandre, justement parce que le bassin ne va pas être ouvert sur la plaine de Flandre, il va être fermé et on va avoir un dispositif de protection tout autour. On réutilise les matériaux dans un sens positif pour le territoire. Le deuxième sujet, le contrat social sur l'emploi. Alors bien entendu, quand vous dites le port, etc., le port ne fera pas n'importe quoi. Le port, il est soumis à une multitude de processus administratifs. Il va être soumis, si on a une décision positive en 2018, d'études d'impact. Donc je vous invite à venir le jour où il y aura une enquête publique, si tout ça est positif, à venir regarder les dossiers, puisqu'on va passer d'un dossier de 160 pages à vraisemblablement plusieurs milliers de pages sur ce que l'on va faire et la façon dont on fera l'analyse du territoire. Donc effectivement, l'emploi fait partie de l'ensemble. Je crois que Bertrand Rago a proposé dans le cahier d'acteurs de Gravelines qu'il y ait sous la présidence du sous-préfet une commission particulière d'examen de l'évolution de l'emploi autour de ces projets. Bien sûr, le port y participera. Là, c'est plutôt la compétence de l'emploi, n'est pas une compétence portuaire, c'est une compétence de l'État. Et donc, bien sûr, emploi et formation. Alors, oui, je vous en prie. Vous avez repéré une dernière question. Alors, il y a encore 2 questions, une sur la formation, une sur le ferroutage. Ah oui, sur le ferroutage, là aussi, madame, parlons des partenariats et de l'aspect un peu ambitieux du port. Nous sommes le seul port de France avec le port de Strasbourg à avoir une convention de partenariat avec SNCF Logistics, justement pour développer un plan de transport pour ramener les conteneurs sur le ferroviaire et arrêter de mettre ces conteneurs sur des camions. Donc ça, on est les seuls avec Strasbourg, et Strasbourg a pris l'exemple de Dunkerque pour faire le même partenariat. Donc effectivement, notre enjeu, c'est le plan transport ferré pour utiliser la force de Dunkerque, qui est premier port ferroviaire français. Alors, bonne transition avec les impacts locaux. Il est 20h20, c'est ce qu'on avait dit. On tient. Oui, vous avez une question encore? Je vous en prie, madame, alors allez-y. Je vous en prie, ou une opinion? Oui, Catherine van der Straten. Je suis launoise depuis 23 ans. J'ai choisi de vivre à Launoise à Laune parce que c'était une ville agréable. Donc je ne pense pas qu'en habitant à 1 kilomètre d'un des 2 projets, je vais avoir une qualité de vie qui va être optimale. Autre chose, on parle depuis tout à l'heure de 2 projets. Mais il y en a quand même un 3e qui est de l'abandonner ce truc. Voilà. Voilà. Alors, oui.